Bonjour. Nous avons décidé à la mairie du 5e avec Carole Hochstel, conseillère d'arrondissement chargée des droits des femmes et de la parité, de consacrer toute cette semaine aux violences dont sont victimes les femmes. Vous le savez, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups d'un compagnon, d'un conjoint violent. D'autres sont victimes de violences économiques, de violences sexuelles, de violences psychologiques. Alors plus que jamais, il est important de pouvoir informer, sensibiliser et puis aussi et surtout interpeller. C'est ce que nous allons essayer de faire chaque soir à 18h avec vous, avec un invité différent. Ce soir, nous recevons Anne-Laure Buffet, qui est une auteure, thérapeute, spécialiste des violences psychologiques. Elle nous éclairera sur cette violence très particulière dont sont victimes les femmes, violence qui est souvent d'ailleurs la porte ouverte à d'autres traitements encore plus graves. Bonjour à tous, Carole Hochstel, je suis conseillère d'arrondissement Paris 5e en charge du droit des femmes et de la parité. Nous allons donc démarrer cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes avec notre première vidéo. Notre première invitée s'appelle Anne-Laure Buffet. Anne-Laure est une thérapeute conférencière spécialisée dans les violences psychologiques. Elle a créé en 2013 une association pour aider les victimes, association qui s'appelle Contre la violence psychologique. Elle est aussi l'auteure de nombreux livres sur cette thématique et elle s'intéresse notamment aux violences intrafamiliales. Elle reçoit dans son cabinet à Boulogne-Billancourt en consultation individuelle ou familiale et propose un accompagnement adapté à la personne victime. Elle essaie de libérer la parole des femmes victimes de bourreaux afin qu'elles puissent se reconstruire. Je donne donc la parole à Anne-Laure pour cette première vidéo. Merci. Dans votre livre « Les prisons familiales », vous parlez des violences psychologiques comme de violences invisibles. Justement, comment pourriez-vous définir cette forme de violence, souvent mal connue et peu considérée juridiquement, et comment se caractérise-t-elle au quotidien ? Les violences psychologiques. Les définir, la violence psychologique, violence invisible par définition, à cela de violent qu'elle ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des coups, on ne va pas avoir des explosions de colère, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on ne va pas avoir de scènes violentes et spectaculaires. Il n'y a rien de remarquable et c'est extrêmement insidieux. Tout est dans la lenteur et dans le temps que ça va prendre. Alors bien sûr, ça ne prend pas forcément des années pour s'installer. Quand on parle de temporalité, ça peut être en quelques mois, mais ce n'est pas une explosion de colère à un moment, ce n'est pas une violence physique, un coup physique à un moment. C'est dans la dissémination quotidienne, un peu comme si on était sous anesthésie, dans la dissémination quotidienne d'informations, de comportements, d'attitudes qui vont réduire la capacité de la personne qui en est victime à agir, à penser, à se comporter tel que librement elle pourrait le faire. Donc là, c'est une violence à partir du moment où ça réduit en fait la capacité d'action et la capacité de réflexion d'une personne. Après, dans les comportements, quand on parle de violence, souvent on imagine justement quelque chose de spectaculaire. Les comportements qui sont des comportements de violence, qui agissent de la violence psychologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois c'est uniquement du silence. C'est-à-dire que si vous me parlez et que systématiquement je ne vous réponds pas, je vous tourne le dos, systématiquement, c'est une violence. Si systématiquement je fais mine de ne pas comprendre vos questions, je fais mine de vous répondre, mais je reste suffisamment dans le flou pour que ça soit incompréhensible, c'est de la violence. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a une répétition, c'est-à-dire que ce n'est pas un acte isolé qu'on va pouvoir considérer comme étant violent, c'est le fait que systématiquement, comme dans un cycle, il y a des répétitions de comportements, des répétitions d'attitudes qui sont de moins en moins compréhensibles pour la personne qui les observe, qui les reçoit, qui en est destinataire. Mais il y a la violence psychologique, oui, ça peut être aussi des insultes, des injures, des cris, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est pour ça qu'elle est difficile à expliquer. Et c'est vrai que lorsqu'on retrace le parcours d'une personne, on peut constater, elle constate elle-même que dans sa chronologie, il y a des événements qui se sont répétés de façon assez systématique et qui laissent à penser que c'est de la violence psychologique qui s'est jouée, mais il ne faut pas s'attendre à avoir tout d'un coup des explosions particulières de comportements qui font dire là c'est bien de la violence. Et c'est ça qui est compliqué. Dans ce même livre, vous faites intervenir monsieur et madame tout le monde avec des témoignages poignants. Est-ce qu'il existe des victimes types ou est-ce que toute personne peut être victime de violences psychologiques ?
Ça serait une bonne nouvelle de dire il y a des victimes types. Ça permettrait à d'autres de se dire non, je ne serai pas victime. Alors, tout le monde peut se retrouver victime de violences psychologiques parce que ce sur quoi va jouer la violence psychologique, enfin la personne auteur des violences psychologiques, c'est sur la faille de son interlocuteur ou de son interlocutrice. Donc forcément, quand c'est dans le couple, dans la famille, quand il y a une relation qui repose sur l'affect, sur l'affection, sur l'amour, la faille est d'autant plus facile à creuser ou à déceler. Mais dans une relation professionnelle, dans une relation amicale, sportive, quel que soit le type de relation, il peut y avoir un des deux intervenants qui a une faille, qui a un manque, qui a un besoin à combler. Et si son interlocuteur perçoit le manque et a un intérêt à se servir de ce manque-là, la première peut devenir victime de violences psychologiques. Alors on dit souvent que les victimes sont très intelligentes, très empathiques, très bienveillantes. Oui, ce sont rarement des monstres ou des personnes dénuées de tout affect, mais elles ne sont pas particulièrement empathiques, elles ne sont pas particulièrement bienveillantes, elles ont une fragilité et elles n'ont pas encore en elles la ressource pour combler cette fragilité. Et malheureusement, il y a quelqu'un de cruel qui peut la trouver. Donc ça peut nous arriver à tous à un moment dans notre vie parce qu'on est un peu plus fragile. On parle souvent dans la presse du pervers narcissique, un des bourreaux invisibles qui peuvent être à l'origine de telles violences. Malheureusement, on ne se rend pas tout de suite compte de l'emprise que peut avoir ce bourreau. Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Alors déjà, il faudrait revenir sur deux mots, pervers narcissique et emprise. Parce que le pervers narcissique, il a poussé, mais alors comme les champignons en forêt en automne, le pervers narcissique, c'est une structure psychique qui, heureusement, est beaucoup plus rare qu'on ne veut le croire ou qu'on ne veut le dire. Ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes violentes, ça n'empêche pas qu'il y ait des comportements fortement dysfonctionnels, ça n'empêche pas la toxicité des relations, ça n'empêche pas qu'une personne peut être extrêmement jalouse, ce qui est destructeur pour l'autre, ou extrêmement invasive, ou extrêmement égoïste, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces comportements-là que ces personnes-là sont des pervers narcissiques. Donc plutôt que de s'acharner à essayer de comprendre si en face de nous on a un pervers narcissique, si on a un monstre ou si on est simplement soi en grande difficulté, il faut peut-être se concentrer déjà sur soi. Je pense qu'il est important de se recentrer sur soi. Et quant à l'emprise, ça n'est pas parce qu'on est dans une relation toxique qu'il y a forcément emprise. La relation toxique est bien sûr destructrice, mais l'emprise, on pourrait presque la comparer à des comportements sectaires. C'est-à-dire qu'il y a une volonté intentionnelle et agie de totalement contrôler une personnalité, quelle qu'elle soit, un individu quel qu'il soit, de la transformer totalement en objet pour se l'accaparer et l'isoler, l'empêcher d'agir et l'empêcher d'être. En fait. Donc l'emprise, elle va encore plus loin que la toxicité, elle ravage une personne. La toxicité, je ne dis pas qu'elle ne fait pas de dégâts, mais elle est moins coercitive dans tous les champs d'activité de la personne que l'emprise. Quant à leurs conséquences, que l'on parle d'emprise ou de violence psychologique, il y a une espèce de triangle dramatique qui se met en place entre la peur, la honte, la culpabilité. Ça mène au silence, c'est-à-dire que petit à petit la personne qui est victime de ces comportements-là va se taire. Elle va se taire vis-à-vis des autres et puis elle va se taire vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que si elle commence à s'avouer qu'elle est victime de comportements qui l'atteignent, elle est obligée de nommer, s'il y a une victime, le bourreau. Donc elle est obligée de nommer son bourreau. Si son bourreau, c'est son parent ou son conjoint, la peur qu'elle a déjà au quotidien face aux comportements qui sont renvoyés, elle est suractivée. Et comme elle a la quasi-conviction de ne pas pouvoir y échapper, elle se retrouve confrontée à cette peur-là. Donc quand on dit les victimes sont dans le déni, elles ne le sont pas par plaisir, elles le sont parce qu'elles ont le sentiment que c'est la seule issue. Au-delà de la peur, il y a l'isolement qui non seulement est agi par l'auteur des violences, c'est-à-dire que petit à petit il va éloigner tout l'entourage, mais la personne elle-même, la victime elle-même va s'isoler justement par peur de dire ou par peur de faire quoi que ce soit qui la mette en danger. Mais à force de s'isoler, à force d'être dans la peur, à force d'être également invalidée par les comportements et les paroles déstructurantes auxquelles elle est confrontée de façon quasi quotidienne, elle va se mettre en danger.
elle ne le fait pas consciemment, mais elle va se mettre en danger. Donc là, on a des comportements de mise en danger réels qui se jouent. Alors ça peut être des comportements addictifs, que ce soit l'augmentation de la consommation de cigarettes, l'alcoolisme ou autre dépendance. Ça peut être la perte d'emploi, mais la perte d'emploi qui est presque sciemment agie. Ça peut être un isolement qui va encore plus loin, c'est-à-dire que la personne va arrêter d'avoir toute activité intellectuelle, toute activité culturelle, enfin elle se coupe réellement de tout ce qui est une réalité. Ça va jusqu'aux idées noires, aux idées mortifères et au suicide. Donc la violence psychologique, on imagine que c'est quelque chose de très anodin. Il n'y a pas de violence physique sans violence psychologique, il n'y a pas de violence sexuelle sans violence psychologique, il n'y a pas de violence économique sans violence psychologique. Elle est le fondement, elle est la racine de toutes les autres violences et elle pousse pas systématiquement à la mort, mais elle mène à une forme de mort au moins psychique, si ce n'est physique, de la personne qui les subit. Alors, bien sûr, quand on en parle, et surtout lorsqu'on évoque le fait que la personne peut songer jusqu'à mourir, c'est absolument effrayant. Il ne faut jamais minimiser la violence psychologique. Il ne faut jamais déconsidérer quelqu'un qui vous dit subir cette forme de violence. Il lui appartient ensuite, dans un travail thérapeutique, de se restructurer, de se recentrer, de comprendre ce qui l'a amené à subir ça. Mais on peut s'en sortir. Il y a des professionnels, bien sûr, que ce soit dans le monde juridique ou dans le monde du soin, qui sont là pour vous entendre. Il y a des associations, il y a des collectifs, mais il y a des proches. Il y a peut-être un proche auquel vous ne pensez pas. C'est pas forcément le meilleur ami, c'est pas forcément la meilleure copine, c'est pas forcément les parents, mais il y a forcément, quelque part, une personne prête à vous tendre la main et prête à vous entendre. C'est pas facile de parler, c'est pas facile de recevoir la parole de la personne qui est en souffrance. Tout ne sera pas dit tout de suite et surtout tout ne sera pas compris tout de suite. C'est pas parce qu'il y a prise de conscience chez la victime qu'il y a action. Mais en revanche, si on arrête de parler, il ne peut pas y avoir de prise de conscience. Donc c'est en conservant les liens, dans un sens comme dans l'autre, que petit à petit les choses positives vont se mettre en place. C'est lent, c'est long, c'est compliqué, mais c'est possible. Donc il ne faut jamais renoncer. En fait, la difficulté, elle est là, c'est qu'il y a une tendance à renoncer pour les personnes qui reçoivent la parole, pour celles qui veulent parler. Il ne faut jamais renoncer, ce n'est pas parce que ça prend du temps que c'est inefficace, au contraire.